Bien, donc nous allons faire une première vidéo sur le chapitre 3, comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il? On va attaquer par le premier point, le marché est une institution, et donc ça va répondre à l'item 1 de ce chapitre, savoir que le marché est une institution. Et ensuite, dans une deuxième partie, on verra en fait les différentes structures de marché, de la concurrence parfaite jusqu'au monopole, en passant par ce qu'on appelle un oligopole. Alors, le, le premier point qu'on va aborder, c'est finalement qu'est-ce qu'un marché. Et donc, je vais vous demander de regarder les quatre petites vidéos que vous avez ici avec les liens, que vous avez aussi dans le dossier documentaire. Si vous voulez, l'idée, hein, c'est de vous présenter différents types de marchés. Donc, vous avez le marché Fréry à Belfort, une vidéo concernant Academia, une vidéo concernant le marché du travail avec Pôle emploi, et puis une vidéo concernant le marché financier. Et donc, finalement, à l'aide de ces quatre petites vidéos, vous allez donc avoir quatre marchés différents. Et l'idée, en fait, c'est de remplir le tableau suivant que vous avez dans le dossier doc de la manière suivante. Par exemple, donc le marché Fréry est un marché de fruits et légumes. On y échange donc des biens, d'accord, puisqu'il s'agit de choses matérielles, entre guillemets. Le lieu est réel, hein, il existe physiquement. Et pour le coup, vu qu'il s'agit du marché Fréry de Belfort, l'échelle est tout simplement locale. Ensuite, deuxième vidéo, donc concernant Academia, c'est un marché de cours particulier, donc on va parler de services. C'est un lieu virtuel, c'est-à-dire que même si il y a des points physiques pour trouver des cours particuliers et des cours à domicile, le marché en tant que tel, en fait, il n'y a pas un endroit où on peut se retrouver avec toutes les entreprises de cours particuliers. Donc on va parler de lieux virtuels, l'échelle du marché, local ou national, notamment en fonction des entreprises. Ensuite, le troisième exemple de marché, donc c'est le marché du travail avec Pôle emploi. Donc on va y échanger tout simplement des emplois, on va y demander du travail et offrir du travail. Alors en sachant que ceux qui offrent leur travail, ce sont les personnes en recherche active d'emploi, et ceux qui vont demander du travail, ce sont les chefs d'entreprise. Donc on va donc parler du marché du travail, puisqu'on y échange du travail. Le lieu est virtuel, même chose que pour les cours particuliers, c'est-à-dire que oui, vous avez des points physiques avec Pôle emploi, mais vous ne pouvez pas aller à un endroit précis où on retrouve le marché du travail. Donc on va parler de marché virtuel. Et donc pour le coup, le marché du travail, il est à la fois local, national et puis international, hein, bien évidemment. Et enfin, le dernier marché, le marché des capitaux. On va échanger notamment des actions. Euh, on peut aussi échanger des obligations. On parlera de la distinction action-obligation dans un autre chapitre au cours de l'année. Le lieu est également virtuel, hein, d'accord. On comprend bien que depuis chez vous, en fait, vous pouvez acheter des actions ou des obligations. Il n'y a pas un lieu précis où on va échanger ces fameux capitaux. Et l'échelle du marché financier, elle est internationale, hein, puisque les marchés sont interconnectés, les différentes grandes places financières sont interconnectées, que ce soit New York, Londres ou encore Tokyo, par exemple. Donc, on comprend bien que le marché peut prendre différentes formes, d'où la définition, en fait, hein. Un marché est un lieu abstrait ou concret, donc réel ou virtuel si vous préférez, où se rencontrent une offre et une demande afin de réaliser un échange grâce à la fixation d'un prix qu'on va appeler prix d'équilibre. C'est-à-dire que c'est le prix d'équilibre va permettre, et c'est ça qu'on va étudier plus tard dans ce chapitre, hein, c'est un prix qui va permettre de satisfaire le maximum de demandeurs et le maximum d'offreurs. Attention, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde va y trouver son compte, ça veut dire qu'en fait on ne peut tout simplement pas faire mieux. C'est la meilleure situation possible. Encore une fois, on va, grâce au prix d'équilibre, satisfaire le maximum d'offreurs et le maximum de demandeurs. Donc ça, c'était pour la définition d'un marché finalement. Et on va voir, grand B, hein, le marché en fait a tout simplement besoin de règles. C'est-à-dire que le marché ne fonctionne pas tout seul. Et on y distingue pardon, deux types de règles dont on avait déjà parlé quand on avait fait la sociologie. On a des règles qui sont formelles et des règles informelles, hein, sur un marché. Les règles formelles sont donc écrites et les règles informelles ne sont pas écrites en fait, hein. Ce sont des conventions sociales, hein, finalement, comme vous le savez. Et bah, on peut prendre différents exemples, hein. Règles formelles concernant un marché, ça peut être les heures d'ouverture des magasins,
le fait de pouvoir ou non ouvrir les magasins le dimanche. Ça peut être aussi le prix unique des livres. Quel que soit l'endroit où vous allez acheter vos livres, le prix sera le même, hein. C'est une règle formelle qu'on retrouve en France. Et puis, on a aussi des règles informelles. Alors, les règles informelles, ça peut être par exemple le fait que un vendeur ou une vendeuse vont, quand vous allez rentrer dans un magasin, faire un sourire, faire preuve de politesse, venir vous demander si vous avez besoin de renseignements. Tout cela, en fait, si ce n'était pas fait, si vendeur ou vendeuse faisait la tête, entre guillemets, quand vous rentrez dans le magasin, ben, vous feriez demi-tour et puis vous iriez chez le concurrent. Donc en fait, les règles informelles sont aussi importantes que les règles formelles pour finalement donner envie aux acteurs du marché d'échanger, hein. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le penser. De ce fait, le marché, si vous voulez, est considéré comme une institution. Et on va parler d'institution marchande. La définition est donc la suivante, hein, c'est une forme établie, durable, de pratiques et de règles qui vont encadrer le marché. Ce sont des règles du jeu acceptées et elles vont protéger les droits des individus tout en leur imposant en fait des contraintes, hein, voilà. Donc par exemple, en tant que consommateur, vous ne pouvez pas, aller n'importe quand dans les magasins, puisqu'il y a il y a des règles d'ouverture. Par contre, si vous n'êtes pas satisfait du bien que vous avez acheté parce qu'il y a un défaut ou autre, eh ben, le magasin va reprendre ce bien, va vous l'échanger, etc. Donc ça protège en fait les consommateurs, ça protège aussi les producteurs, mais en même temps, ça va imposer certaines contraintes, hein, lors des échanges. On peut notamment aussi penser aux normes de fabrication, par exemple, voilà, pour avoir d'autres idées. Et enfin, donc, pour terminer sur cette idée que le marché, en fait, est une institution, une des règles les plus importantes, hein, sur un marché, c'est la règle des droits de propriété. Alors c'est le grand C, hein, pour le coup, avec le document 2 que je vous invite à lire. Finalement, ce qu'il faut comprendre, alors vous avez les réponses aux questions dans le cours, mais pour le dire de manière assez synthétique, finalement, s'il n'y avait pas de droit de propriété, il ne pourrait pas y avoir d'échange et donc il ne pourrait pas y avoir de marché. Pour une simple et bonne raison, hein, c'est assez évident finalement, vous ne pouvez pas vendre quelque chose qui ne vous appartient pas et vous n'allez pas acheter quelque chose si cette chose ne vous appartiendra pas. Voilà. Je veux dire, c'est le principe de base, et c'est pour ça que les droits de propriété sont essentiels pour que le marché puisse exister. Alors pour le coup, par rapport à la phrase soulignée, vous voyez, les droits de propriété comprennent à la fois le droit pour le propriétaire d'utiliser son bien à sa guise et celui de le vendre. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez une maison dont vous êtes propriétaire, vous allez pouvoir refaire la cuisine, vous allez pouvoir refaire la peinture, vous allez pouvoir casser des cloisons, bref, améliorer finalement votre propriété pour ensuite tout simplement la revendre à une valeur supérieure. Et donc ça nous emmène à la question 35, si vous voulez, assez logiquement, à quelles conséquences l'existence des droits de propriété a-t-elle sur la manière dont les individus utilisent et gèrent ce qu'ils possèdent? L'idée, hein, c'est que les droits de propriété vont inciter les agences économiques, que ce soit des organisations productives ou que ce soit les ménages, à investir en fait dans ce qu'ils possèdent pour augmenter la valeur de ce qu'ils possèdent, avec pour but final de revendre leurs biens à une valeur supérieure et donc ce qu'on appelle en fait faire une plus-value et donc comme ça gagner de l'argent. Qu'est-ce que sont donc les droits de propriété? Dans leur définition, hein, c'est un ensemble de règles juridiques qui rend possible la détention privative d'un bien ainsi que sa jouissance. Le propriétaire d'un bien peut ainsi utiliser, comme il le souhaite, le bien qu'il possède, mais il peut aussi en tirer des revenus en le louant, par exemple, ou même en le vendant. Pour le coup, hein, faire ce qu'il veut du bien qu'il possède, bien évidemment, je le précise, mais normalement c'est assez logique, hein, dans le respect total de la loi, hein, d'accord? Alors ce qu'il faut comprendre, et j'arrêterai cette vidéo sur la définition du marché et finalement sur le fait que le marché est une institution, le marché ne peut fonctionner en fait, que s'il y a l'État, puisque, celui qui va garantir, les droits et notamment les droits de propriété, c'est l'État. Donc en fait, le marché n'existe pas sans État, et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette partie.